Bien, bah, écoutez, bonjour à tous. Ravi d'être là, en effet, une nouvelle fois. Je vous reprends, je n'étais pas là l'année dernière. C'est vrai? Non, je n'étais pas là parce que comme Pierre-Jean avait invité Édouard Philippe, il m'avait exclu. Ben, vous voyez la fidélité. Bien, non, c'est archi faux, hein, je vous rassure. Bon, bah, écoutez, je pensais que c'était un jeu de questions-réponses, mais je vais me débrouiller tout seul. Donc, d'abord, vous dire que c'est une vraie joie d'être là. Une vraie joie parce que, avec beaucoup d'entre vous, j'ai noué désormais des relations d'amitié, voire parfois d'affection. Et puis que c'est quand même un magnifique moment, en effet. C'est lancé depuis 2018. On a commencé, vous avez commencé à 400, 500, 600, je ne sais pas combien vous étiez. 600, me dit Pierre-Jean. Désormais, grâce au changement de président du MEDEF, vous êtes 1400. Donc, bravo Jean-Philippe, il était temps que ça change. Il était temps que ça change. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça la force de la réunification. La force de la réunification, c'est la capacité à construire un collectif normand. Et ce collectif normand, on le voit tous les jours, il est encore insuffisant, il pourrait être encore plus fort, mais très clairement, ces universités, elles existent aussi parce que la Normandie est réunifiée et que désormais, Haut et Bas Normand arrivent à porter des projets communs, se présentent ensemble à des salons nationaux, internationaux, bâtissent des stratégies en commun. Bref, ça c'est une chance unique et donc c'est une magnifique initiative que les universités des entrepreneurs normands et donc je suis très heureux d'être là. Alors je ne voudrais pas plomber l'ambiance parce que je trouve que Pierre-Jean, on disait ça hier soir quand on dînait ensemble, franchement oser la confiance, le mot, personne ne pouvait imaginer en janvier en choisissant ce thème qu'on en serait là en novembre. Et je voudrais juste vous dire, puisque c'est le mot confiance qu'il faut décliner, que je suis le responsable politique que je suis est entre ce sentiment d'avoir une confiance immense dans la région dans laquelle je suis et d'être extrêmement inquiet de la situation de ma région dans l'ensemble national. Et je suis aujourd'hui l'ancien député, l'ancien ministre d'un gouvernement est tout de même assez inquiet sur la situation du pays. Je le disais pour tout vous dire, pour vous faire une confidence que vous ne répéterez pas, j'ai gardé des relations d'amitié avec Christine Lagarde, la patronne de la BCE, et je l'ai appelée il y a 15 jours, je lui ai dit « Christine, il n'y a plus qu'une bouée de secours pour nous ». Alors où je vous parle, je pense que le seul élément qui nous évite une récession majeure l'année prochaine, c'est la baisse massive et rapide des taux d'intérêt. Parce que si je veux bien me rappeler de ce que j'ai appris à l'école, on m'a appris à l'école que l'économie, elle était basée sur un principe qu'on appelle les anticipations positives, les anticipations rationnelles, les anticipations positives. Milton Friedman nous a appris ça par cœur, mais ça s'appelle en vérité la confiance. Et qu'aujourd'hui, tous les indicateurs se mettent très clairement au rouge. Je ne le dis pas par pessimisme, je suis d'un naturel très optimiste. Et je pense toujours qu'on s'en sort. Mais je constate en étant tous les jours dans ma région à quel point on a basculé en quelques mois. Et pourquoi on a basculé? C'est parce qu'en réalité, on a les incertitudes internationales, on les connaît, on en a encore une ce soir. Et puis, on a surtout un climat politique qui fait qu'on ne peut plus avoir confiance, quoi. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est que tous les jours, vous levez, alors heureusement, il va y avoir vivement le 49-3. Parce qu'au bout du compte, quand on voit le monceau de démagogie, le débat politique absolument scandaleux, honteux, minable, lamentable auquel on assiste aujourd'hui. Je veux dire, je voyais ce matin qu'on avait augmenté les dépenses de la sécurité sociale de 20 milliards en l'espace d'une nuit, ou presque, à travers les amendements, alors que la France doit, paraît-il, selon ceux qui considèrent que ce n'est pas le sujet, réduire son déficit. Mais très franchement, quand vous regardez les choses, l'investissement industriel est en berne.
faut pas se raconter d'histoire. Alors, il y a des grands projets industriels, heureusement, et nous, en région, on en a énormément, mais avant que ces grands projets industriels aient des retombées économiques, il se passe toujours beaucoup de temps, c'est toujours très long, tous ces grands projets. Quand je vois les difficultés qu'on a pour chaque projet, il y a toujours un truc. Bon, bref, mais on finit par y arriver, mais les retombées sont longues. L'investissement industriel est en berne, la consommation est en panne. Le taux d'épargne n'a jamais été aussi élevé, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de confiance. Et deuxièmement, quand vous indiquez ou posez la question à des secteurs qui sont très significatifs en matière de consommation, vous demandez aux restaurateurs de Deauville ou de Trouville, ils vous diront qu'ils n'ont jamais connu un automne aussi mauvais avec moins 10, moins 15% par rapport aux années précédentes. Vous avez en plus suite des crises qui sont des crises immobilières, ou la crise du logement qui amène le secteur du bâtiment à connaître des difficultés. J'en profite pour vous dire sur le bâtiment et le logement, c'est un truc qui a de quoi nous rendre tous vraiment tous porter l'idée qu'on concentre dans la question du logement une contradiction incroyable. C'est un pays dans lequel se loger coûte cher, un pays dans lequel il est difficile de trouver aujourd'hui, notamment dans les grandes métropoles ou à Paris, de quoi se loger, et en même temps, il n'y a plus d'offres. Pourquoi ? Parce qu'on a créé les conditions de détruire le marché. On pourrait rentrer dans le détail, mais la réalité, c'est qu'il y a une demande immense, mais il n'y a plus d'offres. Et la seule solution qu'on trouve, c'est de dire on va mettre des taxes supplémentaires. Là, je lisais ce week-end, taxe de 4 000 € supplémentaires ou de 6 000 € supplémentaires pour les logements vacants à Paris. La question de Paris, c'est comment on fait en sorte qu'on remette de l'immobilier sur le marché. Bref, troisième secteur. Quatrième élément, on a les conséquences de toute une série de décisions, dont l'absurdité de la fin du moteur thermique en 2035. Et donc, en dépit d'investissements massifs, comme ceux que font Renault dans nos industries à Sandouville et à Cléon, eh bien, en dépit de cela, un secteur qui souffre notamment chez les sous-traitants qui sont relativement nombreux dans notre région. Vous y ajoutez pour les TPE le paiement des PGE, qui pèse encore. Vous y ajoutez des entreprises qui ont beaucoup investi les années dernières parce qu'ils pensaient que l'activité serait bonne et donc où les niveaux d'amortissement sont élevés. Donc moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent on a des tensions assez massives ou assez fortes sur la question, sur nos trésoreries, sur nos fonds de roulement. Et puis pour terminer, nous, on vient de se faire tondre il y a 15 jours, c'est-à-dire ceux qui ont été vertueux dans la dépense publique sont ceux, alors on peut toujours mieux gérer, hein, bien entendu, mais ceux qui ont été vertueux dans la dépense publique sont ceux qui sont tendus pour participer à la restauration du pays. Je rappelle, simplement pour les collectivités locales, qu'elles représentent 75% de l'investissement public et que nous sommes, nous, responsables de 8% de l'endettement de la France. Et né variature depuis 30 ans, sauf un peu plus au moment du Covid où on a participé au maintien de l'économie du pays. Mais 8% et sur les 1000 derniers milliards, 430 milliards, ce sont les retraites. L'État, la Sécu et les collectivités locales, 50 milliards, et c'est que 50 milliards pour l'investissement. Ce n'est pas pour financer des bagnoles et des salaires, c'est pour de l'investissement. Et donc là, on demande aux collectivités, notamment régionales et départementales, un effort gigantesque pour notre propre région, qui est la région la moins endettée de France et qui a investi le plus en France, beaucoup plus que toutes les autres régions. Eh bien, nous, on nous demande 170 millions d'euros d'économie. Alors, vous allez me dire, sur 2,3 milliards, c'est pas difficile, sauf que c'est 2,3 milliards sur, grosso modo, 400 millions, 450 millions d'euros de dépenses, puisque toutes les autres dépenses sont totalement contraintes. Le transport scolaire, les trains, tout ce que vous voulez, tout ça sont des dépenses sur lesquelles on n'a aucune marge de manœuvre ou très très limitée. Et donc on est dans des équations financières et budgétaires qui vont amener les collectivités à cesser massivement leur investissement. Donc ce qui pouvait être contracyclique ne le sera pas. Et donc on est dans une situation que je crois extrêmement
à la veille d'un retournement économique que je crois extrêmement fort. Je pense que les chiffres de la croissance de 1,5%, comme on nous les annonce sur la construction budgétaire, sont archi erronés. Je ne crois absolument pas à cela. Il n'y a pas de croissance en France. L'année prochaine, il y aura probablement de la récession, comme d'ailleurs dans le reste de l'Europe. Et donc, aucun des moteurs qui permettraient de limiter les dégâts ne sont en œuvre dans un climat politique qui, bien entendu, ne fait qu'entretenir cette inquiétude et ce doute. Donc je suis, pour ma part, extrêmement inquiet. Je suis inquiet parce que ce désordre démocratique dans lequel nous sommes va conduire l'économie française à connaître des mois extrêmement difficiles. Je rappelle toujours que la Grèce ne s'est pas effondrée parce qu'elle était endettée. La Grèce s'est effondrée parce qu'elle avait menti. Et nos prêteurs ont découvert que nous avions menti. C'est ça qui provoque la Grèce. Je me souviens, j'étais au gouvernement, je vois encore les Grecs vouloir nous acheter des Rafales et du matériel de guerre qu'ils n'étaient vraiment plus capables de financer, mais ils nous expliquaient que tout allait bien. Et un jour, la réalité s'est faite. Et là, on a dit au monde entier, ne vous inquiétez pas, les comptes sont sous contrôle, et au bout du compte, ils ont constaté les niveaux de déficit que personne n'imaginait, que Bercy connaissait bien entendu parfaitement, mais que personne n'imaginait si on n'était pas dans les milieux initiés. Donc je suis super inquiet pour mon pays, parce que je pense qu'on a un dérèglement démocratique majeur, qu'on a besoin d'une transformation institutionnelle importante. Je pense qu'on a besoin de porter à la fois, bien sûr, un régime qui retrouve de la stabilité. Je me mets à la place de Michel Barnier et de ses équipes. Comment porter des transformations quand vous n'avez jamais de majorité et qu'au bout du compte, pour terminer sur cet aspect des choses, vous avez d'un côté un certain nombre qui ne pensent qu'à la présidentielle, qui se foutent du reste, et puis une autre partie qui sont les députés qui sont morts de trouille à l'idée de la dissolution qui va venir. Et donc, globalement, tout est en place pour que la démagogie puisse fonctionner à fond. Et donc voilà, c'est mon sentiment, j'espère me tromper réellement, mais je me dis que la période est tout de même grave. Ça, c'est la partie, on se met une bonne claque. C'est-à-dire, à partir de là, on peut mais en même temps, oui, allez-y. Juste, à partir de là, on peut se poser la question, que va-t-il nous arriver? Ça, c'est le déclin. Ou bien, que va-t-on faire? Et c'est là-dessus où on vous attend. Bon, alors, ça, que va-t-on faire? Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, donc je vais vous éviter ce genre de choses. Tout de suite, maintenant. Mais je voudrais, ça, c'est la partie qui m'inquiète. Et puis de l'autre, dire aux chefs d'entreprise normands que la Normandie est probablement un des hauts lieux stratégiques du développement de demain. Ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce qu'on a à la fois énormément de projets industriels. Je vous rappelle, nous qui avons tellement été frappés par la désindustrialisation du pays, que nous avons fini par oublier que l'industrie crée de l'emploi. Or, ces dernières années, le solde des emplois industriels en Normandie a été de plus 7600. Et les seuls chiffres qui comptent, ce n'est pas le taux de chômage, parce que le taux de chômage, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres de l'URSSAF, l'emploi salarié privé. Et l'emploi salarié privé a pris 10%, s'est accru de 10% sur les 5 dernières années ou 6 dernières années en Normandie. Donc, l'économie régionale, dont le taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale, est en quelque sorte sur une bonne pente. Et il y a tout pour que nous soyons un des hauts lieux de demain. Je parle toujours de ma triangulation magique. Mais ma triangulation magique, c'est celle qui fait de la Normandie un des lieux majeurs de l'implantation industrielle de demain et des mutations industrielles de demain. Nous avons un grand port qui nous mène et nous permet d'aller au monde entier. Je rappelle que MSC investit 1 milliard
1 milliard sur le port du Havre, embauche 900 dockers. Les grues sont en train d'arriver, les portiques sont en train d'arriver. Je rappelle que la région, pour compléter ça, finance la chatière, c'est-à-dire la digue, 200 millions d'euros, qui va permettre de connecter le grand port maritime à la Seine pour autant que possible avoir du transport décarboné et profiter plus du fleuve. Un grand port, des sous-traitants industriels et des partenaires industriels pour tous ceux qui veulent s'implanter. Quand vous posez la question au PDG d'Eastman ou au PDG de Futero, deux très grands projets industriels, l'un d'1,2 milliard, 1,3 milliard d'euros, l'autre de 600 millions d'euros, ils vous disent « Quand je suis en Normandie, j'ai des partenaires industriels. Quand je suis dans la Corn Belt aux États-Unis, j'ai peut-être de la protéine de blé, mais je n'ai pas de partenaire industriel. Là, j'ai des sous-traitants industriels et des partenaires industriels. » Et puis, troisième élément, nous avons l'énergie qui convient, c'est-à-dire de l'énergie décarbonée massivement. Or, tous les projets industriels d'aujourd'hui et de demain sont des projets sur lesquels l'obsession est de pouvoir sortir un produit zéro carbone. Et donc, on a une triangulation absolument magique, si en plus on y ajoute que souvent on a besoin d'eau dans les process industriels et que nous avons de l'eau. Notamment si on peut la pomper dans la Seine, c'est moins vrai quand on est dans l'ouest de la Normandie. Bien, mais au bout du compte, on a cette chance-là unique, avec énormément de projets. Et donc pour la région, je rappelle, pour que chacun ait bien en tête, d'un côté, nous devenons la première région énergétique de France. En 2050, quand Valérie Pécresse continuera, non, elle ne sera plus là, mais quand nous avons un moyen de rétorsion majeur, c'est qu'on peut couper d'électricité l'Île-de-France, quoi. C'est Pierre-Jean qui me suggérait ça hier soir. Et donc, en clair, 30 milliards d'investissements avec Panly. 30 milliards. Plus le grand carénage à côté, de l'autre centrale. Orano, relance du retraitement et du recyclage nucléaire, 30 à 40 milliards. Ces deux seuls projets à eux seuls, c'est 4 000 ingénieurs. 4 000 ingénieurs supplémentaires. Je vous rappelle qu'en France, on en forme 40 000. Vous y ajoutez les grands projets industriels autour de l'hydrogène. Je ne sais pas si Régis Saadi est là, la plus grande usine d'hydrogène vert. Vous y ajoutez une autre usine d'hydrogène qui est en perspective aussi sur un repas, plus une troisième sur Rouen. Donc on va être un des corridors hydrogène, d'ailleurs reconnu par l'Union européenne. Vous y ajoutez les grands projets comme ceux d'Engie et d'autres aussi, pardon, pas tous les citer, autour des e-carburants, des carburants de demain, qui nous permet par exemple d'alimenter Charles de Gaulle aujourd'hui en kérosène et demain sur des énergies plus décarbonées. Vous y ajoutez à cela toute l'industrie autour de l'éolien offshore. Vous y ajoutez ce que nous avons enfin obtenu, et je dis que c'est grâce à nous, enfin que l'État reconnaisse l'hydrolien comme une énergie de demain. Les deux seules entreprises capables de faire des turbines au fond de la mer et profiter des courants, elles sont toutes les deux à Cherbourg. Et la loi, je rappelle qu'on a été abandonné en race campagne sur ce sujet en 2019. La région a créé une société avec une boîte écossaise, ensuite CMN s'y est mis, et donc on a deux entreprises capables de porter ce projet industriel avec toute une série de sous-traitants. Vous y ajoutez toutes les entreprises en Normandie qui vont profiter de la relance du programme électronucléaire. Quand vous prenez une entreprise comme FIV, nous venons de sauver Manoir Industrie, je remercie le Crédit Agricole qui a bien voulu faire le taf avec nous et l'État. Eh bien, Manoir Industrie, 470 salariés, la dernière entreprise capable de faire de la robinetterie de très haut niveau, eh bien, cette entreprise-là, elle a été sauvée, notamment parce qu'il y avait cette perspective sur le nucléaire. Donc, on a une région qui est une région de l'industrie, une région qui reste une région de l'agroalimentaire avec énormément de projets. Je suis très heureux d'aller inaugurer dans quelques semaines la première implantation industrielle du groupe Leduf,
Louis Leduc breton s'il en est, qui n'imaginait que par la Bretagne, qui un jour, je vous raconte ça, la une des Échos, je quitte la France, j'investis au Portugal, en Espagne, je n'arrive pas à monter mon usine. Je l'ai appelé, je me suis fait engueuler pendant 10 minutes parce que la France était insupportable. Et au bout du compte, j'ai dit, mais vous, si les Bretons ne sont pas capables de vous donner un permis de construire en 7 ans, nous, on va vous le donner. Rapidement, les élus locaux de Falaise s'y sont mis et Louis Leduc est en train d'investir. On a un nouveau secteur sur lequel on a de plus en plus d'implantations qui est, oui, le textile haut de gamme, avec notamment beaucoup d'investissements d'Hermès, qui montent des ateliers, là aussi avec une main-d'œuvre extrêmement qualifiée. Et on va être content de pouvoir, je l'espère, bâtir un projet assez extraordinaire qu'on porte avec l'industrie textile normande, pour les quelques entreprises qui restent, sur une école d'excellence qu'on va installer pour montrer l'excellence dans l'université de Caen et où on va pouvoir former des personnes du secteur de l'habillement et du textile de très haut niveau sur des métiers extrêmement sensibles. Bref, je ne vais pas vous faire le tour de tous les secteurs, mais je pourrais bien entendu citer, j'ai oublié, tout le secteur de l'aéronautique et de la défense où on a énormément de sous-traitants, etc. Et donc pour la région, qu'est-ce qu'on avait? On se retrouve confronté à donc ces difficultés budgétaires liées à la tonte qu'on vient de subir. Et mon obsession, parce que j'ai confiance et parce que je me dis que ça ira très bien, ça a été de me dire, il y a un secteur que je sanctuarise complètement, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Je ne suis pas totalement dans le cœur du métier de la région, mais ce secteur-là, je ne veux pas y toucher. Et donc nous consacrons sur ce mandat 450 millions d'euros sur l'enseignement supérieur et nous ouvrons énormément d'écoles et d'écoles qui sont les écoles dont nous avons besoin dans la région. Nous ouvrons 5 écoles d'ingénieurs. La première a été ouverte avec l'UMM, c'est l'IT2I à Vernon. Nous ouvrons, les travaux sont en cours, ISAN-INCREA à Caen. Nous avons enfin obtenu l'autorisation du ministère de l'Enseignement supérieur pour installer les CAM à Cherbourg. L'ENSAM, projet que nous avons porté, va s'installer, qui est une des plus belles écoles d'ingénieurs françaises, va s'installer au Havre. Et nous voulons monter une école d'ingénieurs. Alain Vernat peut en parler. Tout le monde était contre, mais on va y arriver à Dieppe parce que ce bassin industriel a des perspectives importantes. Donc 5 écoles d'ingénieurs auxquelles vous ajoutez le programme autour du nucléaire où nous augmentons toutes les formations d'écoles d'ingénieurs existantes aujourd'hui en Normandie de 50%, on va doubler le nombre d'ingénieurs formés en Normandie. Et puis en même temps, on a été chercher des pistes où on a profité d'opportunités. La première école vétérinaire privée qui s'est installée à Mont-Saint-Aignan, chez Nîmes-la-Salle, c'est nous qui la finançons en grande partie, un peu la métropole de Rouen, pas mal aussi, métropole de Rouen. Ensuite, avec la métropole de Rouen, la Cato de Paris, une des grandes universités françaises, ces 2 écoles, ces 2 facs, c'est 1000 élèves. 1000 élèves dont la plupart, et c'est ça qui est bien, ils ne sont pas normands forcément, ils sont toute la France. Et donc c'est des jeunes qui viennent dans nos écoles de la France entière pour se former chez nous. Donc avec plus de chances probablement qu'ils y restent ensuite, parce qu'on a quand même un vrai sujet qui est la transition démographique, puisque nous allons perdre 100 000 jeunes à l'horizon 2030 dans notre région, compte tenu du déclin démographique extrêmement prononcé, notamment dans l'ouest de la Normandie. Donc, ces 2 écoles, nous accueillons à Goustranville la totalité de la formation équine, vétérinaire équine, avec la totalité de la recherche. C'est un campus où il y aura 400 vétérinaires de toute la France qui seront là avec toute la recherche française. Je continue. Non mais j'insiste là-dessus, c'est très important. Sciences Po Rennes, à Caen. Une école de la gastronomie, à Caen. J'allais oublier Polivia, qui s'appelle maintenant ISPA, à Alençon, dont on a développé les capacités de formation. J'ai oublié, je vois le BTP, les 2 campus des métiers, dont celui d'Alençon que nous allons bientôt construire,
plus le développement de builders à Caen. Les formations autour de la cybersécurité, parce que je pense que sur ces sujets-là, si vous développez des formations de cybersécurité et sur l'intelligence artificielle, c'est là où viennent les entreprises, parce que leur problème, ça sera de trouver la matière grise. Et donc, j'ai dit au président de la fac de Caen, qui est un type formidable, j'ai dit, il faut qu'on aille sur ce secteur-là. Et il a donc développé tout un cursus universitaire qui a commencé cette année. J'ajoute à ça la reconstruction de toutes les écoles d'infirmières et d'aides-soignantes. Il y en a 2 en construction à l'heure actuelle, une à Cherbourg, l'autre à Évreux. Bref, j'ajoute, et je termine, on va pouvoir enfin se faire soigner les dents en Normandie, puisque nous avons porté la formation, l'ouverture des 2 facs de dentaire à Caen et à Rouen, alors que malheureusement, nous faisions partie des rares régions françaises où il n'y avait pas de fac de dentaire. Bref, je pourrais continuer longtemps sur toutes les facs et toutes les écoles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi l'aspect absolument stratégique et clé. Faire en sorte qu'on développe massivement les formations infra-bac, au-delà du bac, infra-bac, grâce notamment au programme électronucléaire, c'est 190 formations nouvelles qui vont s'ouvrir sur toute la région. Et donc on a, après il faut trouver les jeunes pour entrer dans les formations, qui est un autre sujet. Mais ce sujet-là est stratégique. Nous souffrions de façon très systématique d'un déficit d'enseignement supérieur et nous souffrions d'offres de formation. On essaie de les combler le plus rapidement possible parce qu'on a un avenir économique gigantesque. Et puis, on a un deuxième sujet que je voudrais évoquer très rapidement, parce que je vois que le temps se termine, c'est qu'on va continuer à investir dans la santé. Là aussi, on n'est pas franchement dans le cœur de la compétence de la région, mais je me suis dit, les Français sont trop demandeurs sur les questions de santé, et puis au bout du compte, c'est un élément majeur d'aménagement du territoire. Si vous n'avez pas de santé, les gens ne s'installent pas, les gens de famille se disent mais où est-ce qu'on va, etc. Ne pas oublier un élément majeur qui est l'économie résidentielle. On parlait des maisons de retraite tout à l'heure, je peux l'évoquer parce que j'y vais assez souvent. Pas exactement, ça m'intéresse le projet de cette famille parce que bon, bon, non, je dis rien. Ce que je veux dire, c'est que sur la santé et avec le réchauffement climatique, l'économie résidentielle va probablement trouver une place, un élan malheureusement majeur sur les zones ouest de la France. Et donc, je me suis dit, la santé, on a un grand programme de modernisation, parfois de reconstruction des hôpitaux. C'est un très bon message en termes d'attractivité. Est-ce que je peux abandonner la reconstruction de l'hôpital d'Alençon ou celui de donc on a décidé de maintenir ces crédits. Et en même temps, on a ouvert, sur le champ de la santé, j'ai parlé des 2 facs de dentaire, mais on a ouvert des tas de formations qui n'existaient pas en Normandie. C'était notamment, la cause majeure, c'était d'abord et avant tout l'absence d'une grande région qui fait que les formations se faisaient dans les régions d'à côté. Et donc, on a ouvert une formation d'audioprothésiste qui n'existait pas, une formation d'orthoptiste qui n'existait pas, de pédigure podologue qui n'existait pas. Je voudrais qu'on ouvre et qu'on augmente massivement les formations d'orthophonistes, parce qu'on manque massivement d'orthophonistes dans la région. Bref, je ne vais pas vous faire le champ complet, mais nous allons continuer à investir sur la santé. Et puis, je termine sur un dernier point, qui est bien sûr la question de la mobilité, parce que l'économie sont des flux, et donc de la mobilité. Je précise, contrairement à ce que dit le président du MEDEF régional, qui à une assemblée générale, nous étions ensemble, nous a expliqué, mais comme il ne prend jamais le train, il ne peut pas le savoir, que désormais les trains en Normandie, ça marche. Et tous ceux qui disent que ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ne prennent pas le train. Là, eh bien oui, le Paris-Caen-Cherbourg, le Paris-Rouen-Le Havre et le Paris-Granville, le taux de satisfaction des gens qui prennent le train, questionnaire de l'IFOP, 92% de satisfaction. La ponctualité de ces trains est supérieure à la ponctualité du TGV Paris-Lyon. Moi, ça m'arrivait assez régulièrement de prendre le train pour aller faire des réunions politiques dans toute la France. J'ai souvent été en retard aussi avec des TGV. On finit par l'oublier.
Et on a augmenté la cadence, le confort, et on continue à investir autour du ferroviaire. On a bien sûr un sujet sur lequel, je l'espère, la France, le gouvernement français ne cédera pas, même si ce n'est pas celui-ci, celui d'après, qui est bien sûr la ligne nouvelle Paris-Normandie, dans laquelle on a quand même déjà investi 100 millions d'euros en études diverses et variées, et sur laquelle on a désormais, pour des raisons purement électorales, le frein des élus des Yvelines, appuyé par la présidente de la région, dont elle sait qu'une grande partie de son réservoir électoral est dans les Yvelines. Clairement, sur la question des mobilités, on a une priorité, c'est de faire en sorte que ce dossier sorte. Sur le reste, je le disais hier à Olivier, tout ce qui est au titre des travaux publics, on va avoir un frein majeur. Les départements vont peu faire de route. Nous arrêtons de cofinancer les grands programmes routiers parce qu'on n'en a plus les moyens. Et par ailleurs, sur le ferroviaire, au-delà des travaux immédiats, nous allons là aussi réduire la voilure. Mais clairement, la priorité pour nous en matière de mobilité, c'est de continuer à améliorer la connexion avec la région parisienne au titre notamment du développement de la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Bref, j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous dire, juste pour vous dire que la vague va être forte, ça je suis sûr de ça, mais fondamentalement, je suis convaincu d'une chose, c'est que notre région a un avenir gigantesque, gigantesque. Nous serons une région dans laquelle nous avons encore l'espace, extrêmement rare à cause des différentes lois que vous connaissez. Nous avons les compétences et nous cherchons à les développer. Et nous avons un passé industriel et économique qui fait que quand on installe une usine en Normandie, on est content de la voir s'installer. Ce n'est plus partout exactement ce cas. Chez nous, on est heureux. Je me souviens encore de ce reportage de TF1 sur le marché de Bolbec après l'annonce d'Eastman de l'installation de son usine où on cherchait des gens qui allaient dire « Ah ben dites donc, une usine, Céveso, ceci, cela ». Et les gens répondaient « Ben non, on est content parce que nous, on a toujours vécu dans un environnement industriel ». Donc il y a cette richesse-là qui est pour nous aussi un élément majeur. Mais la plus grande de nos richesses, c'est l'imaginaire de la Normandie. L'imaginaire de la Normandie, il est extraordinaire. Le festival de l'excellence normande que nous faisons une année à Caen, une année à Rouen, je remercie ceux qui participent, je vois Catherine qui hoche la tête, 58 000 personnes en 2 jours à la foire expo de Caen, les gens fiers, heureux de leur région. Et la dernière anecdote qui vous démontre à quel point c'est puissant la Normandie. Non seulement on a conquis l'Angleterre, on est les seuls à l'avoir fait, mais on prépare le millénaire de Guillaume dont je veux faire un grand événement européen. Je veux en faire un grand événement touristique, culturel, et donc j'ai fait le tour de tous les pays qui sont liés à l'histoire de la Normandie. Je suis allé en Sicile, dans le sud de l'Italie, en Angleterre, en Irlande, et puis j'ai été 24 heures à Copenhague et à Oslo, parce que c'est eux qui nous ont envahis. Bien. J'ai eu un accueil incroyable. Tous disant, mais oui, on est prêt à participer, c'est formidable. Alors, les Anglais, naturellement, ils y pensaient déjà, c'est leur roi. Guillaume et le roi Charles III, c'est son aïeul. Et donc, je me suis dit, c'est formidable, tout le monde veut, les directeurs des musées, on dit, mais on y va, les politiques, etc. Et donc, je voulais commencer à former l'histoire. Et donc, je les ai invités 2 jours à l'abbaye aux Dames pour travailler sur ce que pourrait être le programme de ce millénaire. Vous vous rendez compte qu'on soit capable d'avoir une proposition touristique partagée par les Italiens, les Anglais, les Irlandais, les Danois, les Norvégiens et nous, ce serait extraordinaire. Ce serait un événement touristique et culturel de niveau mondial. Et donc, je les invite à l'abbaye aux Dames pour travailler pendant 2 jours. Je me dis, on va voir, ils paient leur billet d'avion, ils paient leur hôtel, on les invite à déjeuner parce qu'on est bien élevés, et on travaille pendant 2 jours. Eh bien, il y avait 200 personnes. 50 Siciliens, les directeurs des musées,
d'Angleterre, des plus grands musées de Londres, etc. Et tous passionnés, parce que tous avaient en tête, c'est ça qui est incroyable, tous avaient en tête que leur histoire commençait avec celle des Normands. Quand vous avez ça en héritage, plus un héritage plus récent qui fait qu'on est connu par le monde entier, qui est le débarquement, eh bien, ça nous donne une chance et un capital gigantesque. Quand en plus on est une région du terroir, de la gastronomie, des paysages, de la culture, du patrimoine, eh bien, tout ça fait que ça nous donne des atouts gigantesques. Il faut juste qu'on se mobilise, qu'on continue à se mobiliser, mais j'ai une confiance absolue dans notre capacité à être un des grands lieux de l'économie européenne dans les années qui viennent, autant que la France marche en même temps. Merci beaucoup.